Bien, bonjour à tout le monde, et puis merci de m'accueillir ici. Alors, je suis là pour vous présenter le projet RADI. Alors, ce projet, en fait, avant d'aller un petit peu plus loin, je vais d'abord faire une petite slide de présentation parce que, comme vous pouvez le voir, il y a autant de chercheurs que de radis dans une botte de radis. C'est peut-être pour ça qu'on l'a appelé, mais c'est quand même un projet sérieux, hein. Ce projet vise à donc définir une représentation intégrée des adaptations individuelles et des dynamiques hydrologiques dans le bassin du Buëch. Et vous voyez, il y a 8 chercheurs qui sont impliqués dans ce projet. Les 3 duos, Monsieur Bruno Bonté, Isabelle Beau et Christine Voiron, Canicio, sont les référents principaux. Et je dirais un petit mot sur Bastien Richard, puisque j'utilise beaucoup de ces images. C'est le doctorant qui était partagé en fait dans la partie, on va dire, modélisation avec Bruno Bonté et Isabelle Beau. Et puis en bas, vous avez les acronymes des institutions et des bailleurs de fonds. Alors je vais commencer par le site, les enjeux, le projet. Alors le bassin du Buëch en fait est un sous-bassin de la rivière la Durance. La Durance, c'est le deuxième affluent du Rhône. Quand le Rhône passe en France, en fait, c'est le deuxième plus grand en termes de débit et de distance. On dirait que c'est, après la Saône, c'est on va dire l'affluent énervé, hein, du Rhône, puisque cette rivière est une rivière assez sauvage, qui a beaucoup de variations. Et le bassin en fait, du Buëch, le Buëch lui-même, est une rivière qui est également assez énervée, qui a un régime qui s'appelle pluvio-nival et qui se développe sur 120 km. Donc vous avez la zone en bleu de présentation. Qui se montre un petit peu la position du bassin versant du Buëch dans le grand bassin versant de la Durance. Alors pour la petite histoire, ça s'entend pas du tout, mais en fait moi j'ai grandi ici, donc c'est une émotion supplémentaire puisque ce projet me regarde également sur le plan individuel. Alors, ce projet, en fait, c'est un projet qui vise à essayer d'aider à développer un système d'irrigation un peu optimal, efficace. Les présentations de ce matin ont bien insisté là-dessus, sur le partage, sur la compréhension, sur, on va dire, la connaissance de la gestion de l'eau. Et alors justement, c'est la petite carte d'à côté. Le terrain d'étude que vous voyez ici, qui est plus précis, donc, hop là, pardon, excusez-moi, donc, sur cette partie-là, donc c'est ce qu'on appelle une ASA, donc c'est une association syndicale autorisée. Alors ça fait très Union soviétique, hein, comme nom. En gros, c'est quelque chose qui ressemble assez à un consortage historiquement. On a des agriculteurs qui ont formé une association pour laquelle ils vont développer des installations d'irrigation. Et la partie hachurée que vous voyez sur la carte, en fait, correspond aux parcelles qui sont hachurées. L'irrigation de cette ASA-là, c'est une irrigation gravitaire, hein, donc avec un canal. On voit un prélèvement ici, donc il y a un canal principal là, comme ça, et puis ici, là, ce sont les retours dans le bassin principal du Buëch. Ça, c'est la première partie de la zone d'irrigation, et puis vous voyez, il y a une partie un petit peu plus lointaine qui nous intéresse également, sur les parcelles irriguées. Donc, le travail en fait, de ce projet, c'est celui-ci. C'est finalement, est-ce que par la modélisation hydrologique, par la modélisation de la prise de décision des acteurs et par une opération, j'y reviendrai un petit peu plus loin, de géogouvernance, eh bien, est-ce qu'on peut fabriquer et mettre dans un ordinateur quelque chose qu'on pourrait appeler comme un socio-hydrosystème qui permettrait concrètement, physiquement, hein, de mieux gérer la gestion de l'eau, de mieux gérer justement l'irrigation et plus loin même la problématique de l'eau dans ce bassin versant. Et donc, on va essayer de voir ça dans cette présentation. Alors, je vais commencer par la modélisation, mais avant d'aller un petit peu plus loin, justement, je voudrais dire que même si je suis moi-même modélisateur, je n'ai pas participé dans ce projet à la partie modélisation. Donc, je vais vous décrire les choses, mais évidemment, s'il y a des questions plus techniques sur la réalisation de cette partie-là, eh bien, je me ferai un plaisir de transmettre vos questions à mes collègues responsables qui sont justement les hydrologues.
Alors, la partie modélisation, c'est un emboîtement de 3 modèles, en fait. Un modèle qui s'appelle J2000 Buesh, qui est un modèle hydrologique spatialisé. Je vous présenterai quelques résultats avec. C'est un modèle justement compliqué, c'est en fait un effort assez conséquent, qui repose sur une plateforme informatique qui s'appelle JAMS, et qui permet justement, moyennant une catégorie qu'on appelle des zones homogènes spatialisées, de caractériser, de cartographier les processus d'écoulement de l'eau dans le territoire. Donc en fait, c'est quelque chose qui ressemblerait assez à un stock dans lequel on a des entrées, un réservoir qui sont ces fameuses zones homogènes. Ces entrées, en fait, elles sont caractérisées par des équations, par des mesures, par des choses comme ça, et puis des sorties de l'autre côté. Et donc, on a maillé tout le territoire comme ça, de façon à avoir justement une représentation du comportement de l'eau sur le territoire. Le deuxième modèle qui se trouve dessous, en fait, c'est le modèle du comportement des acteurs, donc c'est-à-dire le modèle des agriculteurs, en particulier ici, sur leur façon de prélever de l'eau. Et donc ce modèle est intéressant parce qu'en fait, il utilise une technique qui s'appelle les systèmes multi-agents, et la conjugaison des deux modèles fait qu'on est dans alors là je vais parler dans la partie recherche, on est dans ce qu'on appelle une approche multi-paradigme, comme l'a présenté l'intervenant juste avant. Il y a des différentes techniques de modélisation. Et l'approche multi-paradigme, c'est d'essayer de conjuguer ces différentes techniques pour arriver à un résultat concret. Alors d'un côté, le modèle J2000 en fait, est un modèle qui est un modèle on va dire, de stock flux avec des événements qui sont discrets, c'est-à-dire à quel moment l'eau arrive dans tel endroit et comment est-ce qu'elle se déverse, comment elle circule et comment est-ce qu'on peut la mesurer, comment est-ce qu'elle circule dans le territoire. Et le modèle agent qui se trouve dessous, lui, c'est un modèle informatique qui permet de simuler le comportement des personnes. Et donc ce qui est intéressant dans cette approche-là, c'est qu'on peut comme ça, simuler les concurrences, les effets de concurrence, les effets de discussion, les effets de stratégie individuelle ou collective. Et donc ces deux modèles seront fusionnés, je dis bien seront, puisque le projet est toujours en cours, dans le dernier grand modèle qui sera finalement l'extension à tout le territoire de la zone d'étude, puisque pour le moment, comme vous pouvez le voir, si je reviens là, en fait, la partie rouge du projet, c'est l'endroit où on a développé les deux premiers modèles. Et l'ambition, évidemment, c'est de développer ça sur l'ensemble du territoire. Hop. Alors, brièvement, en fait, le modèle J2000, je vous ai dit que c'était un modèle qui était basé sur les processus, en fait, donc les unités spatiales homogènes. Et vous voyez là, je le fais brièvement, hein, on a des entrées. Donc la partition entre la pluie, la neige, l'accumulation, la fonte, le ruissellement de surface, un certain nombre de choses, et puis des sorties qui sont présentées dessous, donc le ruissellement de surface, le ruissellement de subsurface, et ainsi de suite. Et donc, avec ce modèle-là, j'arrive directement sur la représentation. Vous verrez un petit peu plus loin aussi dans un film que j'ai fait. Et bien voilà, la cartographie, la mise en spatialisation du modèle J2000 Buesh. Donc vous voyez que on peut cartographier un instant T, un état T de la quantité d'eau qui est disponible ou présente. Et là, la représentation que vous avez, en vert, on n'a pas de stress hydrique, et en rouge, on a du stress hydrique. À partir de là aussi, on peut changer d'échelle et visualiser le comportement de la quantité d'eau qui est disponible dans un tronçon. Donc en l'occurrence ici, c'est le tronçon, la partie qui se trouve à Aspres-sur-Buëch, qui est une petite ville sur la rivière, et qui permet de regarder un petit peu le comportement du système dans le temps. Donc ici, vous avez des journées, et ici, vous avez donc la trace noire, c'est le moment où on a des prélèvements, et la trace bleue ici, en fait, c'est le retour, donc la quantité d'eau qui se trouve dans le bassin. Et ici, en rouge, vous avez le moment où, légalement, il y a des restrictions d'eau, puisque je n'ai pas dit que le Buëch, en fait, effectivement, est dans une situation qui est suffisamment tendue pour qu'on puisse légiférer sur la gestion de l'eau, et donc les autorisations ou pas de prélever de l'eau dans le bassin. Le modèle de comportement des agents, justement, en fait, repose sur un concept qui s'appelle les affordances.
Donc les affordances, en fait, c'est un petit peu comme quand vous jouez aux échecs. Dans les systèmes multi-agents, vous avez généralement ce qu'on appelle une planification. En gros, on va dire, ben voilà, un acteur, il a un plan d'action, et ce plan d'action, il va chercher à l'optimiser en procédant à des opérations successives qui peuvent être en contradiction avec d'autres acteurs, etc. Dans la vraie vie, en réalité, notre planification, elle dépend également de ce que font les autres acteurs. Et donc, l'idée qui a été suivie ici, c'est de dire, mais on a des situations, et ces situations, en fait, elles génèrent des décisions possibles des différents acteurs. Donc, c'est ce qui a été modélisé dans le modèle Watsit, pardon. Et on a fait 2 scénarios basés sur le comportement des agriculteurs au niveau du prélèvement, en vue de voir si on pouvait observer des changements profitables aux agriculteurs et à la ressource en eau. Donc le premier scénario, en fait, c'est le scénario qui est de référence, le scénario actuel. Il est basé sur le fait que les acteurs peuvent prendre de l'eau quand ils veulent, au moment où ils le souhaitent, dans le système. Donc voilà. Et le deuxième scénario, c'est un modèle en fait qui est basé sur des tours d'eau, ce qui était le cas en fait il y a une quinzaine d'années dans cette ASA. Et donc sur ces tours d'eau, on a pu comparer justement l'efficacité dans le système. Alors hier, justement, on a entendu beaucoup de choses relatives à la problématique de l'irrigation, notamment hier soir, sur le fait que certains agriculteurs se plaignaient qu'il n'y avait plus d'eau justement sur le haut du secteur. Quand ceux d'en bas tiraient, etc. Ben là, on a aussi la même chose. Ceux qui sont situés loin, donc assez loin de la prise d'eau, ont des soucis d'irrigation, justement, même s'ils sont membres de cette ASA. Et donc, du coup, la représentation de ce scénario nous a permis de comparer justement les effets. Donc ici, je vous montre une partie scientifique. Ce que vous avez sous les yeux, c'est ce qu'on appelle un plan factoriel. Donc la partie verte, en fait, c'est le scénario de référence sur le comportement des agriculteurs. Et en fait, les traits noirs avec des noms ici correspondent à des quantités. Par exemple, ici, il y a quelque chose d'important, c'est l'abandon de parcelles. Donc dans le Buèche, il peut arriver justement pour des problématiques de sécheresse qu'un agriculteur qui ne peut plus irriguer ou qui n'a pas accès à l'irrigation d'une façon ou d'une autre à un moment donné ne puisse plus utiliser sa parcelle. Alors il ne s'agit pas d'un abandon définitif, mais d'un abandon pour la saison, dans ce qu'elle avait d'important pour lui. Et en fait, on voit déjà dans un premier temps que le scénario de référence, en fait, il est plus grand du côté de la zone abandon. Et donc, ça veut dire qu'il y a plus de cas d'abandon de parcelles que dans le scénario alternatif, donc le scénario où on fait des tours d'eau, justement, qui est dans l'ellipse orange, tout simplement parce que vous voyez que ce scénario-là se situe loin de la flèche abandon. En tout cas, voilà. Donc, de la même manière, en fait, on voit également que la problématique de la distance, en fait, est également réduite. Et ça, c'est quelque chose qui est un résultat concret de Watsit. C'est qu'on a observé avec ce système de simulation tout à fait, on va dire, correct au niveau de l'ASA, qu'il n'y a pas que des avantages et des inconvénients à conserver le système tel qu'il est ou à passer dans notre système. Donc les avantages du système actuel, c'est-à-dire de faire un petit peu de l'irrigation en continu quand on en a besoin, est un système qui permet de mettre plus d'eau sur les parcelles. En revanche, il y a plus de parcelles qui sont abandonnées avec ce système-là. Dans l'autre cas, et puis aussi c'est un système qui est plus flexible pour les agriculteurs. Dans l'autre cas, le scénario alternatif, on observe qu'il y a moins de parcelles qui sont abandonnées. Donc il y a une meilleure spatialisation en fait de la gestion de l'eau, mais évidemment il y a moins d'eau aussi dans les parcelles. Donc ça c'est un résultat concret du projet tel qu'il est maintenant. Mais évidemment, vous voyez bien que ce projet-là, on est dans le domaine de la partie scientifique, et quand on ne peut pas présenter ça aux parties prenantes, aux acteurs de cette manière-là. Donc c'est là qu'intervient justement la partie géogouvernance. Alors la partie géogouvernance, je suis très content d'avoir entendu M. Barraud justement
juste avant, parce que c'est un concept, d'abord un concept qui a à peu près une dizaine d'années dans le domaine en fait d'abord de la recherche, et puis en fait on a maintenant mis en œuvre ces aspects de géogouvernance dans des projets appliqués. Alors en fait ça repose sur ce graphique-là. Donc d'un côté, vous voyez, on a le principe de la gouvernance, et finalement il y a deux axes, hein, deux directions. On va dire une direction où on a une démocratie représentative, donc c'est le cas de la France, hein, où des gens sont élus pour décider pour les autres. Et puis de l'autre côté, on a une démocratie qui est plus participative dans la démarche de la gouvernance. Et donc l'intervention des acteurs, des citoyens, évidemment, elle suit un gradient comme ça, où en gros on a une approche qui est plutôt top-down ici, et puis ici on a plutôt une approche plutôt bottom-up ici. Alors la géogouvernance, en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de naviguer dans ces deux environnements, à la fois dans le sens, en gros, des experts scientifiques qui vont, comme vous venez de le voir, travailler à mettre en place des outils qui vont permettre aux acteurs, aux locaux, en fait, de comprendre la difficulté, les problématiques. Donc c'est pour ça qu'il y a la partie géo dans gouvernance, puisque la compréhension se fasse principalement par des aspects spatiaux, par des cartes. Et puis dans l'autre sens, évidemment, eh bien, il y a donc une boucle vertueuse cette fois-ci, comme pour reprendre l'intervention juste avant, où là on va avoir en fait des choses qui se font au niveau des parties prenantes, qui vont être traduites en outils, en cartographie. Je vais en présenter deux dans la slide qui suit, qui vont permettre aux experts scientifiques justement de mieux aborder ces problématiques spatiales et les problématiques justement des acteurs. Et en fait, par ce système-là, on va pouvoir co-construire, on va pouvoir partager la résolution du problème. Alors dans le cadre du projet Buesh, justement, on a commencé d'abord par faire des enquêtes sur les différentes parties prenantes. Alors là, ce n'était pas seulement les agriculteurs, mais aussi les gens qui habitent, les gens qui travaillent, les gens qui vivent par exemple du tourisme dans cette partie-là. Et on a fait une analyse en lexicométrie, c'est-à-dire une analyse du discours. Là, je vous présente deux nuages de points simples sur la problématique de l'eau. Donc vous voyez qu'effectivement l'eau est une problématique importante, avec justement la notion de manque d'eau et des choses comme ça qui apparaissent fortement. Mais on peut, et c'est ça qui est le plus intéressant, passer dans la partie spatiale. Hop là, voilà. Et là, on a questionné les gens sur le diagnostic du territoire, et j'ai retenu seulement ces trois cartes pour vous montrer comment la géogouvernance peut caractériser le territoire. Alors cette carte-là, elle permet de montrer les espaces qui sont considérés comme étant emblématiques du Buesh. Donc vous voyez qu'ici il y a des espaces touristiques qui sont les gorges de la Méouche. Donc ici on a Sisteron, en fait, c'est là où le Buesh se jette dans la Durance. Ici, vous avez en fait une zone intéressante qui est une zone qui est considérée comme emblématique du Buesh, et c'est le cas d'ailleurs, qui est une zone agricole. Et puis ici, vous avez des montagnes, notamment le pic de Bure, qui est une montagne assez célèbre dans le coin. Et les deux cartes qui suivent, en fait, nous permettent d'identifier justement des espaces qui seraient soumis à conflit. Alors là, par exemple, vous voyez qu'on a tous ces espaces emblématiques, mais si on compare avec cette carte-là, on voit que les gorges de la Méouche, par exemple, ont disparu. Cette carte-là, en fait, elle est, du point de vue des gens qu'on a questionnés, les endroits où on peut avoir une tension liée à la gestion de l'eau. Et là, vous voyez que du coup, quand on a une conjonction, donc espace emblématique, gestion de l'eau et les problématiques agricoles dont on parlait tout à l'heure, eh bien, on peut identifier justement des espaces à tension forte qui devront être utilisés dans le cadre d'une concertation en fait, par géogouvernance en utilisant les outils qu'on a présentés juste avant. Alors pour ça, on en était là au moment où nous avons tous été coronaisés, en fait. Et hop, j'essaye de passer ma slide, ça ne marche plus. J'ai un petit souci de technique. Ah. Donc, je vais avoir du mal à parler sans les slides. Donc manifestement, c'est bloqué.
bien, alors je vais devoir meubler. Alors le Buëch en fait a beaucoup de points communs avec le Valais, hein. Donc d'abord il y fait chaud en été. Il y a aussi des montagnes, même si elles ne sont pas aussi spectaculaires que ce qu'on peut trouver en Valais. Et il y a aussi deux grands écrivains qui ont parlé de leur territoire, hein, donc Ramu en Valais et puis Jean Giono dans le cas de cette zone. Et Jean Giono, justement, si vous avez l'occasion, je vous conseille de lire un livre puisqu'il parlait des problèmes de l'eau en 1958 dans un bouquin qui s'appelle Hortense aux l'eau vive et qui raconte en gros l'histoire de l'installation du barrage de Serponçon. Donc voilà. Et en plus, vous pourrez avoir ça à Vélassin si vous lisez ça dans le sud de la France. Donc, voilà. Et j'espère qu'il va revenir parce que j'ai plus grand-chose à... voilà. Bien. Donc du coup, au moment où on a été coronarisé, en fait, on était dans la phase où les processus de concertation avec les acteurs se sont arrêtés. Hein, pour cause de coronavirus. Et donc finalement, ça a été plutôt intéressant pour nous parce qu'on s'est trouvé confronté à la mise en place d'un système qu'on voyait un petit peu plus tard, qui est un système désincarné, un système informatique de dialogue justement avec les acteurs. Et alors, je ne sais pas si je dois dire slide suivante. Voilà. Donc, en fait, on a fabriqué cette interface qui permet justement à des acteurs non scientifiques de naviguer dans les deux modèles que vous voyez, de pouvoir interagir avec eux. Alors là, c'est une version vraiment 0.0, hein, mais qui permet un petit peu de voir les choses. Alors, slide suivante. Voilà. Et puis alors là, vous avez deux films. Alors, si vous pouvez lancer le film qui se trouve à gauche sur la slide. Voilà. Non, en cliquant dessus une fois, c'est tout. Je ne sais pas s'il a été lancé. Ah ouais, si, c'est bon. Alors là, vous voyez justement, bon alors du coup, là, c'est un exemple sur J2000. Vous allez pouvoir justement mesurer la granularité de J2000, hein, sur le modèle où on voit toutes les zones spatialisées. Et évidemment, sur la partie droite, on a des graphiques qui permettent aux acteurs d'identifier, et bien sûr c'est connecté avec ces secteurs-là, les volumes, les choses, il y a tout un tas de petites fonctionnalités. Et le deuxième, super, merci. Le deuxième film va vous permettre de visualiser aussi le côté temporel. Donc ici j'ai volontairement mis la partie, pour que ce soit un peu spectaculaire, la partie précipitation. Donc vous voyez avec une timeline ici, donc qui permet justement à des gens qui sont des parties prenantes de mieux comprendre le comportement du bassin et donc de décider collectivement des actions à avoir en changeant d'échelle, en discutant, en naviguant sur les graphiques qui se trouvent là. Donc là, ici, j'en ai mis que deux comme ça, voilà. De façon justement à co-construire cette décision de gestion de l'eau et à mettre en place une politique qui soit efficace, optimale et partagée en l'occurrence ici, dans l'irrigation de l'ASA de Aspres-Suberge. Merci beaucoup. Désolée encore pour ces ennuis techniques. Oui, je vous disais merci pour cet exemple concret de voir comment on peut faire le lien entre la science et une utilisation concrète par des politiques ou des agriculteurs, des entreprises. Première question, on voit la carte générale. Quelles interactions avec les agriculteurs, justement? Oui, alors je vais me rapprocher peut-être. Voilà. Alors avec les interactions avec les agriculteurs en fait se situent plutôt au deuxième niveau. Donc l'idée c'est déjà de modéliser justement leur choix. Je suis passé rapidement sur la slide où il y avait les différents choix avec les deux scénarios, de façon à leur faire prendre conscience qu'il y a des solutions
de partage, de gestion dans le processus. Et évidemment, la première chose sur ce projet-là, c'est qu'ils aient confiance dans le modèle hydrologique. Et de ce point de vue-là, donc c'est pour ça que la carte spatialisée, elle est là, c'est qu'ils puissent visualiser eux-mêmes et naviguer avec des instruments qui soient facilement compréhensibles et pas des chaînes d'équations compliquées, et de pouvoir mesurer aux endroits qui les intéressent, et ben finalement la dynamique de l'eau qui se trouve dans le territoire. Donc c'est de ce point de vue-là. Merci. Et peut-être d'un point de vue technique, combien de capteurs et quel type de capteurs? Alors, en fait, il n'y a pas énormément de capteurs parce que la France est un pays riche et il y a beaucoup de bases de données. Donc, il y a eu des enquêtes de terrain qui ont été faites au départ. Hein. Donc, vous l'avez deviné, effectivement, l'essentiel de l'effort a été fait dans la construction du premier modèle. Et donc, en fait, il y a eu plusieurs capteurs installés à un moment donné, donc sur une période de temps, qui ont été conjugués avec des bases de données de gestion et de problématiques de l'eau qui sont avec des mesures qui ont été faites et qui ont été stockées, ce qui nous a permis justement de calibrer le modèle. Donc voilà, donc il n'y a pas de retour en fait en temps réel du modèle une fois qu'il est calibré, ce qui est assez compliqué puisqu'en fait c'est un modèle compliqué. Eh bien on a moins besoin d'avoir un monitoring en temps réel, ce qui est un avantage bien sûr en termes de coût. Et on peut aussi y voir un inconvénient, puisque ce serait mieux, effectivement, d'avoir des mesures directes sur le territoire. Merci. Peut-être une question plus générale. Comme vous avez dit que c'était un modèle compliqué, comment les incertitudes inhérentes à la modélisation hydrologique sont estimées et intégrées dans le système de gestion de l'eau? Alors ça, c'est une excellente question. Et comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas la main sur la partie modèle en tant que telle. Donc je renvoie la personne qui a posé à me l'écrire et je transmettrai cette question-là à mes collègues hydrologues. Merci. Il y a plus d'autres questions sur la plateforme. Je vous laisse quand même peut-être en poser d'autres. Je peux peut-être encore vous poser une question. Ça représente combien de populations qui sont intégrées, quel ordre de grandeur, pour avoir des données qui soient valables? En termes de population, c'est-à-dire de personnes qui participent à l'information. Oui, alors en fait, il y a 38 ASA sur le bassin du Buëch. Sur celles qu'on a étudiées, il y a 11 agriculteurs qui sont en fait impliqués dans cette ASA. Et donc, on a à peu près, disons, 200-300 agriculteurs sur le bassin du Buëch. Ok, c'est quand même assez conséquent. Je vous remercie.